La Fed, qui est un des points marquants de la semaine en termes d'actualité de banque centrale. On en parle avec Bastien Dreux, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci d'être avec nous. La Fed entame aujourd'hui sa réunion de 2 jours. Les résultats de cette réunion seront connus demain soir avec une conférence de presse de Jérôme Powell. Au regard des évidences de reprise économique qui s'accumulent aux États-Unis, que peut-on attendre de cette réunion, Bastien, sachant que la Fed a édicté une position de patience qui a été réaffirmée jusqu'à présent? Est-ce qu'il est déjà temps pour la Fed de faire gentiment évoluer sa communication dans l'idée que un jour, le montant des rachats effectués chaque mois par la Fed pourrait être réduit? Alors, je pense que la conférence de presse de Jérôme Powell va être l'une des plus délicates depuis le début de son mandat. C'est vrai qu'on part d'une situation initiale économique qui est très dégradée. Il manque encore 8 millions d'emplois par rapport au début de la crise, ce qui fait que la Fed, de toute façon, ne peut pas aller trop vite. C'est une obligation. En revanche, on a de vraies améliorations aux États-Unis. La vaccination a été très vite. Il y a 42% des Américains qui sont vaccinés actuellement. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont en train de rouvrir. On a la situation qui s'améliore assez rapidement sur le marché du travail. Et puis aussi l'inflation qui commence à accélérer à droite à gauche. On peut mentionner au passage, par exemple, le prix des véhicules d'occasion qui est en augmentation de 52% sur un an. C'est quand même assez spectaculaire. Donc on a une dynamique qui est très positive et très forte. Et d'ailleurs, il y a Jérôme Powell et différents membres du board qui ont quand même répété ces dernières semaines qu'ils s'attendaient à de très bons chiffres économiques en ce qui concerne les États-Unis. Et donc on devrait s'orienter vers une petite inflexion en termes de communication lors de ce comité de politique monétaire. Qui pourrait prendre quelle forme concrètement, Bastien ? Alors, je pense que il y aura pas de tapering qui sera annoncé demain. On n'aura pas d'annonce donc du ralentissement des achats. Ceci dit, peut-être qu'on va abaisser un petit peu la barre pour ce ralentissement des achats dans la communication. Alors, la difficulté pour une banque centrale qui utilise à plein ces deux leviers de politique monétaire, il y a la politique de bilan, donc qui consiste à acheter massivement des titres, et puis la politique de taux, avec actuellement une politique de taux zéro. C'est que quand la banque centrale devient moins accommodante, il faut bien réussir à dissocier les deux leviers. C'est ça qui avait posé notamment problème en 2013 avec le fameux épisode de Taper Tantrum, parce que à l'époque, le fait que Bernanke indique que les achats de titres allaient ralentir, ça avait amené les marchés à anticiper beaucoup plus de hausse de taux directeur sur les 2-3 ans qui suivaient. Je dirais que la situation aujourd'hui elle est quand même assez différente parce que on a des marchés qui anticipent déjà des hausses de taux directeurs pour 2022 et 2023, donc une pour 2022 et deux pour 2023, et donc il y a quand même une fenêtre qui est ouverte pour les mois qui arrivent pour donner des indications plus claires sur le calendrier de tapering. Bien, juste pour terminer, un petit signe qui montre vraiment qu'il y a ces deux éléments de politique à considérer, donc la politique de bilan et la politique de taux. C'est notamment ce qui s'est passé la semaine dernière au Canada, où on a la Banque centrale, donc la Banque du Canada, qui a ralenti ses achats de titres de 4 milliards par semaine à 3 milliards par semaine, mais elle a aussi changé sa forward guidance de taux en disant que jusqu'à maintenant, elle s'attendait à ce que les taux directeurs ne soient pas remontés avant 2023 et là, elle indique qu'ils ne seront pas remontés avant la deuxième moitié de 2022. Donc on voit bien qu'il y a ces deux éléments à prendre en compte en ce qui concerne les banques centrales. Bon, une communication qui devient un peu plus complexe peut-être pour la Réserve fédérale américaine. L'histoire d'inflation m'intéresse, Bastien, on est passé un peu vite dessus, mais cette histoire des voitures d'occasion, là, parce que au-delà des évidences ou des pistes inflationnistes qu'on est tous en train de traquer aujourd'hui dans les différents secteurs et dans les différentes activités industrielles. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient cette inflation. Comment vous expliquez là l'augmentation forte de la demande pour les voitures d'occasion et pour les prix en corollaire ?
Alors déjà, les facteurs de demande, ils sont assez clairs. C'est le fait qu'il y ait le revenu des Américains qui est très fortement progressé dernièrement. Et là, l'économie rouvre, donc la population a envie d'acheter des voitures, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les facteurs d'offres, on a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement en général. De toute façon, c'est assez généralisé, ce type de problème d'approvisionnement. Mais en plus de ça, en ce qui concerne le secteur automobile en particulier, il y a le problème du fait que les entreprises, les constructeurs automobiles n'arrivent plus à se fournir en semi-conducteurs, et ce qui fait que la production de nouveaux véhicules est plutôt, elle n'est pas aussi forte qu'elle aurait dû être, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une pression à la hausse sur les prix des véhicules sur le marché secondaire. Et ça compte dans les indicateurs d'inflation qui sont regardés par les marchés, par les banquiers centraux, ce sujet de l'automobile, en l'occurrence, Bastien? Alors, c'est qu'un sujet parmi d'autres, mais ça représente à peu près 3 à 4 % si vous voulez, de l'inflation sous-jacente. Et donc, si on avait vraiment cette forte augmentation des prix sur le marché secondaire qui rentrait dans le CPI, dans les indices traditionnels d'inflation, on pourrait avoir une inflation sous-jacente qui augmente de quasiment 1 point de pourcentage d'ici l'été, et ça pourrait nous amener avec une inflation sous-jacente aux États-Unis d'à peu près 3 % vers l'été. Donc c'est quand même un rythme d'inflation sous-jacente qu'on n'a pas vu depuis très longtemps en ce qui concerne les États-Unis. Alors après, il n'y a pas que ça, il y a aussi par exemple les prix alimentaires qui augmentent très très fortement. Donc là, ça rentre aussi pas dans l'inflation sous-jacente, mais dans l'inflation totale. Et là, on a tout un tas de matières premières agricoles qui sont en train de battre des records. Par exemple, le soja qui a atteint son plus haut niveau depuis de nombreuses années. Oui, ça veut dire, l'exercice de prévision étant compliqué par nature et particulièrement compliqué dans cette reprise très atypique, ça veut dire quand même que le risque sur les chiffres d'inflation à venir est plutôt un risque à la hausse, un risque positif, Bastien. Très clairement, parce qu'on a ces facteurs qu'on vient d'évoquer, et après il y a des facteurs un peu plus mécaniques, disons, en ce qui concerne les États-Unis. Si on regarde par exemple le prix des hôtels, eh bien, ce qu'avait fait le BLS, donc, qui calcule l'inflation aux États-Unis, c'est qu'ils avaient très fortement fait baisser les prix des hôtels dans leurs indices d'inflation. Et là, avec la rouverture de l'économie, le fait que les hôtels sont soit en train de rouvrir, on a une sorte de rattrapage, on revient au niveau de prix qu'on avait à peu près avant la crise. Et ça aussi, par exemple, en soi, ça peut amener 2 à 3 dixièmes d'inflation sous-jacente sur les 2-3 mois qui arrivent. Donc il y a vraiment un ensemble de facteurs qui vont se superposer et qui font qu'on a plutôt un risque aussi en ce qui concerne l'inflation aux États-Unis. Sur le plan de la dynamique de reprise économique aux États-Unis, Bastien, est-ce que ce deuxième trimestre-là marquera le pic de l'accélération de la reprise américaine? On verra comment l'inflation se diffuse et pendant combien de temps la notion d'inflation transitoire, on verra combien de temps ça dure. Mais sur le plan de la dynamique macro, là, est-ce qu'on est au pic du momentum économique américain? On n'est pas forcément très loin. Sur les mois de février et mars, on avait une réouverture qui se faisait à vitesse grand V, et ça a coïncidé avec une très forte amélioration sur le front sanitaire. On a eu un tout petit coup d'arrêt sur le mois d'avril avec une très légère détérioration sur le front sanitaire. Par exemple, le nombre d'hospitalisations liées au Covid a très légèrement augmenté sur le mois d'avril, et ça s'en est directement ressenti au niveau des indicateurs d'activité haute fréquence, par exemple les vols domestiques ou le taux de fréquentation des restaurants est un tout petit peu reparti à la baisse sur le début du mois d'avril. Là, on voit que la situation sanitaire est en train de s'améliorer à nouveau, et effectivement, ces indicateurs d'activité haute fréquence sont en train, sur les tout derniers jours, de revenir assez fortement. Alors là, on devrait avoir jeudi les chiffres de croissance du T1. On aura un T1, une croissance au T1 qui sera déjà très très forte. Il y a par exemple l'indicateur de NOCAS de la Fed d'Atlanta qui prévoit plus de 8% rythme annualisé de croissance sur le T1, donc c'est déjà très fort. Et en ce qui concerne le stimulus, on peut s'attendre à ce que le plus fort du stimulus budgétaire, du plan de 1 900 milliards qui avait été passé au mois de mars, il se fasse vraiment ressentir sur le T2, parce qu'il y a évidemment les chèques qui ont été versés sur le T1 et qui ont permis de stimuler la consommation sur le T1 et qui seront en partie aussi consommés sur le T2. Et en plus de ça, il y a aussi tout ce qui concerne les achats fédéraux, les aides aux hôpitaux, les aides aux écoles qui vont vraiment se matérialiser en plein sur le deuxième trimestre.
Et on devrait avoir assez logiquement un pic de croissance sur le T2 avec une croissance qui se normalise un petit peu sur la deuxième moitié de l'année par la suite. Bon. Et pour ceux qui veulent relever un peu le nez du guidon, Bastien, je renvoie avec grand plaisir vers votre nouveau livre qui vient de sortir en librairie, je crois, le 20 avril dernier, L'économie de demain, les 25 grandes tendances du 21e siècle, paru aux éditions de Bock. Juste un mot, Bastien, c'est un livre quoi, didactique qui s'adresse au plus grand nombre ? Oui, c'est un livre qui s'adresse au plus grand nombre parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a les grandes tendances qui structurent l'économie, qui sont très fortes. Elles affectent tous les pans de l'économie. On peut citer par exemple le fait que la croissance soit plus faible, le fait que la population mondiale croisse de façon moins rapide, le changement climatique, la montée des inégalités. Et en fait, c'est un livre qui essaye de faire le point sur un petit peu toutes ces grandes tendances et qui essaye de réfléchir à ce que ça pourrait être l'évolution de ces grandes tendances sur les 10, 20 années qui arrivent, avec notamment les projections du FMI, de la Banque mondiale, etc., et puis la littérature la plus récente qui est mobilisée dans cet ouvrage-là. Merci beaucoup Bastien, merci pour vos remarques et pour ce livre donc sorti en librairie, je le rappelle, L'économie de demain, les 25 grandes tendances du 21e siècle aux éditions de Bock. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.